J'ai eu un terrible accident, l'hôpital a appelé mes parents. Ils ont dit, elle n'est qu'un fardeau, laissez-la partir. Puis ils m'ont laissé mourir. Une semaine plus tard, ils sont venus pour l'héritage. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver ensuite. Je m'appelle Allison, j'ai 29 ans, et je devrais être morte à l'heure qu'il est. Il y a 3 ans, les médecins ne me donnaient que quelques mois à vivre en raison d'un trouble sanguin rare. Quand j'ai eu le plus besoin d'eux, mes parents ont disparu, refusant de m'aider pour des traitements vitaux. Puis, ma grand-mère est morte, me laissant toute sa fortune. Soudain, mes parents sont réapparus à ma porte avec un frère que je n'avais jamais rencontré, les yeux brillants de la même cupidité qui les avait poussés à me laisser souffrir seul. Ils pensaient que je les accueillerais à bras ouverts. Ils se trompaient. Avant de vous raconter comment j'ai retourné la situation contre ma famille, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. Et si vous avez déjà dû vous défendre contre la trahison d'un proche, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires de résilience et de justice. J'ai grandi dans une modeste maison à 2 étages dans une banlieue de classe moyenne de Boston. De l'extérieur, nous avions l'air de la famille américaine parfaite, un père, une mère et leur fille dévouée. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Mes parents, Linda et Richard, étaient la définition même des bourreaux de travail. Maman gérait un magasin de détail haut de gamme en centre-ville, tandis que papa gravissait les échelons dans un cabinet de conseil financier. Leur présence physique dans notre maison était minimale, mais c'était leur absence émotionnelle qui a véritablement façonné mon enfance. Ma mère, Linda, avait une obsession pour le statut social qui frisait le pathologique. Chaque dîner, chaque vacances, chaque achat de voiture était soigneusement calculé pour impressionner les autres. Je me souviens qu'elle passait des heures à choisir la tenue parfaite pour les réunions parents-professeurs, plus préoccupée par la perception qu'auraient d'elle les autres mères que par ce que mes enseignants pouvaient dire de mes performances scolaires. Les apparences comptent plus que tout, Allison, me répétait-elle en guise de leçon. Les gens te traitent en fonction de ce qu'ils voient. C'était devenu son mantra, qu'elle répétait si souvent que c'en était pratiquement notre devise familiale. Mon père Richard n'était pas très différent. Toute son identité tournait autour de sa carrière. Il se vantait de ses semaines de 60 heures de travail comme de médailles d'honneur, manquant mes matchs de football et mes pièces de théâtre scolaire avec à peine une excuse. Je construis notre avenir, disait-il à chaque fois que j'exprimais ma déception. L'avenir semblait toujours plus important que le présent. J'ai tout essayé pour obtenir leur approbation et leur attention. Des notes parfaites, des réussites extrascolaires, et j'ai même adopté leurs valeurs et leurs préférences. Je suis devenue une experte pour prédire ce qui leur plairait, me transformant en la fille que je pensais qu'ils voulaient. Parfois, cela fonctionnait. Il y avait de brefs moments de fierté dans leurs yeux quand je gagnais le concours d'orthographe régional ou quand j'étais accepté dans le programme d'excellence. Mais ces moments étaient éphémères, jamais suffisants pour combler le vide persistant. La seule véritable chaleur dans ma famille venait de ma grand-mère, Eleanor, la mère de ma mère. Contrairement à mes parents, grand-mère Eleanor vivait dans un grand manoir à Beacon Hill, le résultat du succès de mon défunt grand-père dans la promotion immobilière et de ses propres choix d'investissement judicieux après sa mort. Le contraste entre sa richesse et les efforts de classe moyenne de mes parents était saisissant. Ce qui avait encore moins de sens, c'était le ressentiment apparent de mes parents envers l'argent de grand-mère Eleanor. Ils agissaient comme si sa réussite financière était en quelque sorte un réquisitoire contre leur propre choix de vie. Ils faisaient des commentaires acerbes sur la « vieille fortune » et la chance, rejetant le sens des affaires qui avaient transformé le succès de mon grand-père en une véritable fortune. Mais ce qui semblait vraiment les déranger, c'était la relation entre grand-mère Eleanor et moi. Depuis mes plus lointains souvenirs, elle me traitait différemment de mes parents. Elle me voyait vraiment. Quand je parlais, elle m'écoutait. Quand je réussissais quelque chose, elle le fêtait, non pas parce que cela lui renvoyait une bonne image, mais parce qu'elle se réjouissait sincèrement de mon bonheur. « Tu te suffis à toi-même tel que tu es, Allison », m'a-t-elle dit un jour après que je lui ai avoué en larmes avoir obtenu un A+ à un contrôle de maths. « Ta valeur n'est pas déterminée par des notes, des réussites ou ce que les autres pensent de toi. » Je chéris le souvenir de mon 16e anniversaire, que mes parents avaient pratiquement oublié au milieu des préparatifs d'un événement professionnel important. Grand-mère Eleanor s'est présentée à l'improviste chez nous ce matin-là. « Prépare un sac pour la nuit », m'a-t-elle dit avec un clin d'œil complice. Elle m'a emmené à New York pour le week-end, spectacle de Broadway, restaurant chic,
shopping dans des magasins de créateurs. Ce n'était pas une question d'argent dépensé. C'était une question de temps. Pendant 48 heures glorieuses, j'ai été la priorité de quelqu'un. Mes parents étaient furieux à notre retour, non pas parce qu'ils s'étaient inquiétés, mais parce qu'ils avaient dû expliquer mon absence à leurs collègues lors de leur événement. Leur colère n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Dans leur hiérarchie des priorités, je me situais bien en dessous des apparences professionnelles. Malgré une vie familiale vide d'émotions, j'ai réussi à m'épanouir sur le plan académique. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires avec mention et j'ai décroché une bourse d'études pour l'université Northwestern. Déménager à des milliers de kilomètres pour l'université était à la fois terrifiant et libérateur. Pour la première fois, je pouvais me définir en dehors des paramètres étroits des attentes de mes parents. L'université est devenue mon refuge. Je me suis fait de vrais amis qui m'appréciaient pour ce que j'étais authentiquement, et non pour ce que je pouvais faire pour eux. J'ai découvert des passions que mes parents auraient jugées futiles, l'histoire de l'art, la littérature classique, le bénévolat dans un refuge pour animaux local. J'appelais fidèlement à la maison tous les dimanches, mais les conversations sont devenues de plus en plus superficielles, une reconnaissance mutuelle d'obligation plutôt qu'une connexion. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai accepté un poste dans une agence de marketing à Chicago. Mes parents ont assisté à ma cérémonie de remise des diplômes, assis de manière rigide dans le public, puis sont partis immédiatement après pour prendre un vol matinal de retour. Ils envoyaient des cadeaux appropriés pour les anniversaires et Noël, et je retournais à Boston pour les visites obligatoires des fêtes. Notre relation s'est installée dans une distance confortable, pas proche, mais pas activement douloureuse non plus. Au milieu de la vingtaine, j'avais été promu 2 fois et j'avais emménagé dans un bel appartement avec vue sur le lac Michigan. Je fréquentais quelqu'un occasionnellement, mais je me concentrais principalement sur ma carrière et sur l'entretien des amitiés qui me soutenaient. Pour la première fois de ma vie, j'étais véritablement heureuse. J'avais créé une vie qui me semblait authentique et épanouissante. Je gardais une relation étroite avec grand-mère Eleanor, lui rendant visite plusieurs fois par an et l'appelant chaque semaine. Elle se réjouissait de mes succès professionnels, mais semblait encore plus heureuse d'entendre les récits de mon développement personnel et de mon bonheur. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi », m'a-t-elle dit lors de notre dernière conversation normale. « Que tu te construises une vie qui t'apporte de la joie. » Je ne savais pas alors que les fondations de cette vie si soigneusement construite étaient sur le point de s'effondrer sous mes pieds. À 27 ans, ma carrière était florissante. J'avais récemment été promue directrice principale du marketing dans mon agence, gérant de grands comptes clients et dirigeant une équipe de 5 personnes. Mon patron avait évoqué la possibilité que je devienne associé d'ici quelques années. Ma vie avait une direction, un but et une stabilité. Tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur. Les premiers signes ont été faciles à écarter. Une fatigue inhabituelle que j'attribuais aux longues heures passées au bureau. Une perte de poids que je mettais sur le compte du stress et des repas sautés pendant les périodes de forte activité. Mais quand je me suis retrouvé essoufflé après avoir monté un seul étage, même moi je n'ai plus pu ignorer que quelque chose n'allait pas. J'ai pris rendez-vous chez le médecin, m'attendant à ce qu'on me dise que j'étais anémique ou que j'avais une carence en vitamines. Au lieu de cela, après de multiples analyses de sang et une biopsie de la moelle osseuse, je me suis retrouvé assis seul dans une salle d'examen stérile pendant que le docteur Patterson m'annonçait la nouvelle qui allait briser mon monde si soigneusement construit. « Je crains que vous ne souffriez d'une forme rare de trouble sanguin », a-t-il dit d'une voix douce mais directe. Il s'agit d'une anémie hémolytique atypique avec atteinte de la moelle osseuse. Votre corps attaque essentiellement ses propres cellules sanguines, et votre moelle osseuse ne produit pas de cellules de remplacement assez rapidement. Je me souviens avoir posé des questions pratiques avec un étrange détachement, comme si nous discutions du diagnostic de quelqu'un d'autre. Quel était le traitement? Quel était le pronostic? Serais-je capable de continuer à travailler? Les réponses étaient sombres. Les traitements standards avaient une efficacité limitée pour ma variante spécifique. Il existait un protocole de traitement expérimental prometteur dans le cadre d'essais cliniques, mais mon assurance le classait comme étant en phase de recherche et refusait de le couvrir. Sans traitement, il me restait peut-être 6 mois à 1 an. Avec le traitement standard, peut-être 2 ans, avec une qualité de vie en déclin progressif. Le traitement expérimental offrait le seul espoir réel de rémission ou de guérison. Combien? Ai-je demandé, faisant déjà mentalement l'inventaire de mes économies et de mes biens. Le cycle complet du traitement coûte environ $300 000,
a répondu le docteur Patterson, son expression confirmant ce que je savais déjà. C'était bien au-delà de ce que je pouvais m'offrir seul. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai appelé mes parents pour leur demander de l'aide. Non pas seulement une aide financière, bien que j'en eusse désespérément besoin, mais aussi un soutien moral. J'avais besoin de ma famille. Ma mère a répondu, l'air agacé par l'interruption. Quand j'ai expliqué la situation, son ton a changé pour prendre une forme de préoccupation, mais est resté distant, comme si je décrivais un problème professionnel plutôt qu'une maladie mortelle. « Oh, cela semble grave », a-t-elle dit. « As-tu demandé un deuxième avis ? Ces médecins sont toujours si dramatiques. » Je l'ai assuré que le diagnostic était certain. Puis, me détestant de devoir demander mais ne voyant pas d'autre solution, j'ai expliqué la situation du traitement expérimental et le problème de l'assurance. « C'est beaucoup d'argent », est intervenu mon père, apparemment désormais en ligne. « Et tes économies ? Ton plan d'épargne retraite ? » J'ai expliqué que je pouvais tout liquider et que cela ne couvrirait même pas un tiers du coût. « Je ne demanderai pas s'il y avait une autre option, » ai-je dit, luttant pour garder une voix stable. « Ce traitement est ma seule chance réelle. »« Nous devons en discuter », a répondu mon père. « Laisse-nous réfléchir à ce que nous pouvons faire. » Cette conversation a été suivie de semaines d'interactions de plus en plus frustrantes. Mes parents promettaient de chercher des solutions, mais ne donnaient jamais de réponse définitive. Ils se demandaient si le traitement expérimental était vraiment nécessaire, suggéraient des thérapies alternatives dont ils avaient entendu parler en ligne, ou me demandaient si je pouvais intégrer l'essai clinique gratuitement. Pendant ce temps, mon état s'est détérioré rapidement. J'ai commencé les traitements standards, qui me laissaient nauséeuse et épuisée, mais faisaient peu pour stopper la progression de la maladie. J'ai pris un congé maladie, épuisant mes jours de congé puis entamant mes droits à l'invalidité à court terme. 3 mois après mon diagnostic, j'ai passé un dernier appel désespéré à mes parents. À ce moment-là, j'avais vendu ma voiture et je me préparais à résilier le bail de mon appartement pour déménager dans un endroit moins cher. Nous y avons réfléchi mûrement, a dit ma mère d'une voix artificiellement compatissante. Nous ne pouvons tout simplement pas t'aider pour ce traitement. Nous approchons de l'âge de la retraite et nous ne pouvons pas risquer notre sécurité financière pour un traitement qui pourrait même ne pas fonctionner. La cruauté gratuite de ces paroles m'a laissé sans voix. Ils choisissaient leur retraite confortable plutôt que ma vie. Je comprends, ai-je fini par dire, même si je ne comprenais pas du tout. Merci d'avoir réfléchi à la question. Ce fut la dernière véritable conversation que nous eûmes. Après cela, mes appels tombaient directement sur leur messagerie vocale. Mes SMS recevaient des réponses brèves et évasives. Ils m'ont envoyé un chèque de $5000, une somme qui aurait pu sembler généreuse à un étranger, mais qui était insultante et dérisoire compte tenu de mes besoins et de leurs moyens. Cela ressemblait moins à de l'aide qu'à l'achat de leur bonne conscience. J'ai déménagé dans un minuscule studio que je pouvais à peine m'offrir, même avec un loyer réduit. J'ai vendu mes vêtements de marque, mes bijoux, mes appareils électroniques, tout ce qui pouvait générer de l'argent pour payer mes factures médicales. J'ai continué les traitements standards tout en recherchant des options alternatives et des programmes d'aide. À travers tout cela, une amie est restée fidèle. Madison, que j'avais rencontrée à l'université, est devenue mon pilier. Elle me conduisait à mes rendez-vous, m'aidait dans mes recherches médicales et passait des nuits sur mon futon inconfortable. Quand j'étais trop faible pour rester seul, elle me proposait de contacter mes parents, mais je refusais. Leur abandon était une blessure trop vive pour être remuée. J'ai envisagé de contacter grand-mère Eleanor, mais j'ai hésité. Elle avait plus de 80 ans et avait récemment connu ses propres problèmes de santé. La dernière chose que je voulais était de lui imposer le fardeau de mes ennuis, surtout en sachant à quel point elle se sentirait impuissante. Nos appels continuaient, mais je cachais soigneusement ma maladie, rassemblant l'énergie que je n'avais pas pour paraître normal lors de nos conversations. Seul, à l'exception de Madison, face à la mort à 27 ans, j'ai traversé des ténèbres comme je n'en avais jamais connu auparavant. Il y avait des nuits où je restais éveillé à me demander si lutter en valait la peine, s'il ne valait pas mieux accepter l'inévitable et passer le temps qu'il me restait dans autre chose que ce misérable purgatoire. En dépit de tout, chaque matin, je trouvais la volonté de continuer le combat pour un jour de plus. La réalité physique de la lutte solitaire contre une maladie mortelle est une chose que l'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne l'a pas vécue. Les bons jours,
je pouvais gérer mes soins personnels de base et faire une courte promenade dans le quartier. Les mauvais jours, le simple fait d'aller aux toilettes me semblait être l'ascension du mont Everest. Mes économies disparaissaient à une vitesse terrifiante. Même avec l'assurance couvrant une partie des traitements standards, les quotes-parts et les frais restants à ma charge étaient astronomiques. J'ai postulé à des programmes d'aide, j'ai passé des heures au téléphone à argumenter avec des représentants de l'assurance et j'ai exploré toutes les pistes possibles d'aide financière. Madison a été mon ange gardien pendant cette période. Elle passait après sa journée de travail, apportant souvent des courses ou des repas préparés. Elle organisait mes médicaments, nettoyait mon appartement et restait parfois simplement assise près de moi pendant que je dormais, telle une sentinelle silencieuse face à l'obscurité envahissante. « Tu ferais la même chose pour moi », insistait-elle chaque fois que j'essayais de lui exprimer ma gratitude. C'est cela, l'amitié. J'ai consacré la moindre parcelle de l'énergie qui me restait à rechercher d'autres options de traitement. J'ai rejoint des groupes de soutien en ligne pour patients atteints de troubles sanguins rares, épluchant les publications à la recherche de mentions d'essais cliniques ou de protocoles expérimentaux. J'ai contacté des hôpitaux de recherche à travers tout le pays, détaillant mon cas et implorant leur attention. La solution est apparue après 4 mois de recherche. Un hôpital de recherche dans le Minnesota commençait une nouvelle phase d'essai clinique pour un traitement similaire à celui que mon médecin m'avait initialement recommandé. Grâce à la persévérance de Madison, à la précision de mon dossier médical et peut-être à un certain désespoir dans ma candidature, j'ai été sélectionné pour une évaluation. Le processus a été éreintant. Madison a pris des jours de congé pour m'accompagner dans le Minnesota, où j'ai subi des jours d'examen et d'évaluation. Lorsque le chercheur principal m'a finalement appelé dans son bureau, je me suis préparé à une autre déception. Au lieu de cela, il m'a apporté de l'espoir. Votre cas correspond exactement au type de profil que nous cherchons à inclure dans cet essai, a expliqué le Dr Brennan. La progression de la maladie est assez avancée pour fournir des données significatives, mais pas au point de rendre le traitement inutile. J'ai failli m'effondrer de soulagement. L'essai ne couvrirait pas toutes mes dépenses. Je devais encore payer le voyage, l'hébergement pendant les périodes de traitement et certains médicaments complémentaires. Mais le traitement expérimental lui-même serait fourni gratuitement. Le protocole de traitement était brutal. Des perfusions 2 fois par mois qui me rendaient gravement malade pendant des jours. Des prélèvements de sang hebdomadaires et des biopsies de moelle osseuse qui me donnaient l'impression d'être poignardé avec des pics à glace. Des médicaments aux effets secondaires presque aussi débilitants que la maladie elle-même. Mais pour la première fois depuis mon diagnostic, il y avait de l'espoir. Après 3 mois de traitement, mes analyses de sang ont montré les premiers signes d'amélioration. De petits changements, mais dans la bonne direction. Le docteur Brennan m'a mis en garde contre un excès d'optimisme. Les rémissions pouvaient être temporaires, et mon type de trouble était connu pour son imprévisibilité, mais je me suis accroché à ces chiffres en amélioration comme une personne qui se noie se raccroche à une bouée de sauvetage. C'est au cours de cette période d'espoir prudent que j'ai reçu l'appel concernant grand-mère Eleanor. Sa gouvernante, Maria, m'a appelé pour me dire qu'Eleanor avait été hospitalisée après une grave chute. Elle vous réclame, a dit Maria d'une voix lourde d'inquiétude. Les médecins disent que cela ne se présente pas bien. J'étais au milieu d'un cycle de traitement, mon système immunitaire étant dangereusement affaibli. Le docteur Brennan m'a fortement déconseillé de voyager. Vous pourriez contracter une infection que votre corps ne pourrait pas combattre, a-t-il averti. Cela pourrait annuler tous nos progrès. Mais il s'agissait de grand-mère Eleanor, la seule personne qui avait toujours été là pour moi. Je ne pouvais pas l'abandonner maintenant. Contre l'avis des médecins, j'ai pris un avion pour Boston, portant un masque et désinfectant de manière obsessionnelle chaque surface que je touchais. Je suis arrivé trop tard. Grand-mère Eleanor était décédée quelques heures seulement avant l'atterrissage de mon avion. Maria m'a accueilli à l'hôpital, les yeux rougis par les larmes. Elle a attendu aussi longtemps qu'elle a pu, a-t-elle dit en m'enlaçant avec précaution. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle devait vous dire quelque chose d'important. Le chagrin était immense, amplifié par la certitude que je ne saurais jamais quel dernier message elle avait voulu me transmettre. Alors que Maria me conduisait chez ma grand-mère, elle a mentionné quelque chose qui a encore intensifié ma douleur. Vos parents étaient ici plus tôt aujourd'hui, a-t-elle dit. Ils sont arrivés environ 1 heure avant son décès. Ils avaient été là, dans le même hôpital, et n'avaient pas pris la peine de me contacter, sachant pourtant que je voyageais pour voir ma grand-mère mourante.
La trahison a été profonde, rouvrant des blessures que je pensais commencer à guérir. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard, une cérémonie formelle qui ne ressemblait en rien à la femme chaleureuse et vibrante dont on honorait la mémoire. J'étais assise au premier rang, séparée physiquement de mes parents de quelques pas seulement, mais la distance émotionnelle entre nous s'étendait sur des galaxies. Ils m'ont adressé des salutations et des condoléances de pure forme, comme si j'étais une lointaine connaissance plutôt que leur fille. Ma mère a semblé agacée en remarquant ma maigreur, ma pâleur et le foulard qui cachait ma perte de cheveux. « Tu ne prends pas soin de toi », a-t-elle chuchoté pendant le service, comme si mon apparence était un inconvénient plutôt qu'un symptôme de mon combat pour la survie. Après le service, alors que nous nous tenions près de la tombe de grand-mère Éléanore, j'ai fait une promesse silencieuse. Je survivrai, non seulement pour moi-même, mais pour honorer l'amour inconditionnel qu'elle m'avait donné. Je me construirai une vie digne de sa confiance en moi, et je ne me laisserai plus jamais rabaisser par ceux qui auraient dû m'aimer le plus. 2 mois après les funérailles, alors que je me préparais pour une autre séance de traitement dans le Minnesota, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. L'homme au bout du fil s'est présenté comme Jeffrey Harrington, l'avocat de grand-mère Éléanore. « J'essaie de vous joindre, mademoiselle Reynolds », a-t-il dit formellement. « Il y a des questions concernant la succession de votre grand-mère qui requièrent votre attention. » J'ai expliqué mon état de santé et mes contraintes de déplacement. Il a proposé de se déplacer jusqu'à moi, suggérant une urgence qui m'a intrigué. Nous avons convenu de nous rencontrer la semaine suivante, pendant une pause dans mon calendrier de traitement. Monsieur Harrington est arrivé dans mon modeste studio, muni d'une mallette en cuir coûteuse et d'une expression de surprise qu'il ne parvenait pas tout à fait à dissimuler en découvrant mes conditions de vie. Il s'est installé à ma petite table de cuisine et a ouvert sa mallette. « Je vais être direct, mademoiselle Reynolds. Votre grand-mère vous a légué l'intégralité de sa succession. » Je l'ai regardé fixement, persuadé d'avoir mal entendu. « Je vous demande pardon ? Quoi ? L'intégralité de la succession d'Eleanor Reynolds, la propriété de Beacon Hill, son portefeuille d'investissement, tous les actifs liquides et les biens personnels vous ont été légués exclusivement, Allison Reynolds. » La pièce a semblé vaciller autour de moi. Mais ce n'est pas possible. Et mes parents ? L'expression de Monsieur Harrington est restée professionnellement neutre. Vos parents sont mentionnés dans le testament, mais uniquement pour stipuler explicitement qu'ils ne doivent rien recevoir. Votre grand-mère a été très précise sur ses volontés. Il a fait glisser une enveloppe sur la table. Elle a laissé cette lettre pour vous. Elle a demandé à ce que vous la lisiez en privé. Le reste de notre rendez-vous s'est déroulé dans un brouillard alors qu'il détaillait l'étendue de mon héritage. Le manoir de Beacon Hill, évalué à près de 8 millions de dollars. Des portefeuilles d'investissement valant environ 12 millions. Des liquidités d'environ 3 millions, et divers biens personnels, notamment des bijoux, des œuvres d'art et des antiquités, estimés à plus de 1 million. J'étais devenu multimillionnaire du jour au lendemain. Après le départ de Monsieur Harrington, qui avait promis de s'occuper de toutes les formalités administratives, je me suis assise sur mon lit avec la lettre de grand-mère Éléanore, les mains tremblantes en brisant le sceau. Ma très chère Allison, si tu lis ceci, c'est que j'ai quitté ce monde, mais j'espère avoir eu l'occasion de te dire à quel point je t'aime profondément. Tu as été la joie de ma vie, la fille de mon cœur, sinon de mon corps. Je t'ai vu grandir et devenir une femme extraordinaire malgré des circonstances qui auraient brisé une personne dotée de moins de force de caractère. J'ai vu comment la négligence affective de tes parents t'a façonné, ton besoin désespéré d'approbation, ta peur de l'abandon, ta tendance à te faire plus petite pour accommoder les autres. Et pourtant, ta bonté essentielle et ta force ont triomphé. Je ne te laisse pas ma succession comme une récompense ou un prix de consolation. Je te la laisse parce que je sais que tu l'utiliseras sagement, d'une manière qui me rendrait fier. Tes parents ont démontré tout au long de leur vie qu'ils accordent plus de valeur à l'argent qu'aux relations, aux apparences qu'à la substance. Ils n'honoreraient pas mon héritage comme tu le feras. Utilise cet héritage pour construire la vie que tu veux vraiment, pas celle que les autres attendent de toi. Sois assez courageuse pour prioriser ton propre bonheur. Et souviens-toi que le plus grand cadeau que tu puisses t'offrir est la liberté de t'éloigner de ceux qui ne savent pas t'aimer comme tu mérites d'être aimé. Avec tout mon cœur, grand-mère Éléanore. J'ai lu la lettre 3 fois, les larmes coulant sur mon visage. Même dans la mort, elle avait trouvé le moyen de prendre soin de moi, de me voir, de me protéger. Cette même semaine, j'ai reçu de fantastiques nouvelles du docteur Brennan. Mes derniers résultats d'examen montraient une amélioration significative.
Le traitement expérimental fonctionnait mieux que prévu. Bien que je ne fusse pas guéri, la maladie reculait et mon pronostic était passé de terminal à prudemment optimiste. Alors que ma santé s'améliorait, j'ai commencé à faire des projets. La première étape a été de visiter le manoir de Beacon Hill, désormais ma demeure, selon les documents que M. Harrington avait traités avec une efficacité remarquable. Madison m'accompagnait. Nous étions toutes deux émerveillées par l'élégante maison en briques de 3 étages, avec son architecture classique et son emplacement idéal. Parcourir ces pièces était une expérience profondément émouvante. Chaque recoin abritait des souvenirs, l'été de l'après-midi dans le solarium, les longues conversations dans la bibliothèque, les fêtes célébrées dans la salle à manger formelle. Je pouvais sentir la présence de grand-mère Eleanor partout, non pas comme un fantôme, mais comme une chaleur persistante. Dans son bureau personnel, j'ai découvert des dizaines de journaux intimes reliés en cuir remontant à plusieurs décennies. Les lire m'a permis de comprendre des dynamiques familiales que je n'avais jamais pleinement saisies. J'ai appris que mes parents s'étaient adressés à grand-mère Eleanor de nombreuses fois au fil des ans pour obtenir de l'argent pour des projets commerciaux, des investissements immobiliers ou des améliorations de leur mode de vie, et qu'ils s'étaient systématiquement vus opposer un refus. Linda et Richard considèrent l'argent comme une fin plutôt qu'un moyen, écrivait-elle dans une entrée. Ils croient que la richesse comblera le vide en eux. Ils ne comprennent pas que le vide provient précisément de cette croyance. Tout en continuant mes traitements dans le Minnesota, faisant des allers-retours à Boston, je me suis peu à peu habitué à ma nouvelle réalité. La sécurité financière éliminait d'innombrables sources de stress, me permettant de me concentrer entièrement sur ma guérison. J'ai embauché une gouvernante à temps partiel pour le manoir et j'ai conservé les services de M. Harrington pour gérer les aspects les plus complexes de la succession. L'amélioration de ma santé et de ma situation financière n'est pas passée inaperçue. Un magazine économique local a publié un article sur l'héritage d'Eleanor Reynolds et sa petite-fille héritière recluse. J'ai refusé d'être interviewé, mais l'article contenait suffisamment d'informations publiques pour rendre évidente l'ampleur de mon héritage. 3 jours après la publication de l'article, j'ai reçu un énorme bouquet de fleurs au manoir. La carte disait simplement « Nous pensons à toi pendant cette période difficile, avec tout notre amour, maman et papa ». C'était le premier contact de mes parents en plus d'1 an, depuis l'époque où ils avaient choisi leur confort plutôt que ma survie. J'ai jeté les fleurs sur le tas de compost et la carte à la poubelle. Mais je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne fassent leur prochain mouvement. 3 mois après le début de ma convalescence, je me sentais presque à nouveau normal. Mes cheveux avaient commencé à repousser. J'avais repris la majeure partie du poids perdu, et même si je me fatiguais encore facilement, je pouvais profiter d'activités simples sans m'épuiser. Le docteur Brennan était prudemment optimiste quant à mes perspectives à long terme, même si j'aurais besoin de traitements d'entretien dans un avenir prévisible. Madison était venue pour le week-end et nous profitions d'un brunch dominical tranquille dans le solarium du manoir lorsque la sonnette a retenti. La gouvernante, Anna, est allée ouvrir et est apparue quelques instants plus tard sur le pas de la porte avec une expression gênée. « Mademoiselle Reynolds, vos parents sont ici avec un jeune homme qu'ils présentent comme votre frère. » Madison et moi avons échangé des regards stupéfaits. « Je n'ai pas de frère, ai-je dit, mon appétit se coupant instantanément. « Dois-je les renvoyer ?» a demandé Anna, sentant clairement mon désarroi. J'y ai réfléchi. Qu'il aurait été simple de leur refuser l'entrée pour préserver l'existence paisible que j'avais bâtie. Mais la curiosité se mêlait à une étrange fascination détachée. Comment allait-il justifier leur abandon? Quelle histoire allait-il inventer pour expliquer leur réapparition soudaine? Non, faites-les entrer, ai-je décidé. Madison, cela t'ennuierait de rester? Même des chevaux sauvages ne parviendraient pas à m'arracher d'ici, a-t-elle répondu en me serrant la main pour me soutenir. Mes parents sont entrés dans le solarium avec de faux sourires, suivis d'un jeune homme qui semblait avoir une 20aine d'années. Ma mère avait visiblement subi des interventions esthétiques, son visage était plus lisse que dans mes souvenirs, et ses cheveux étaient colorés de manière experte pour masquer le moindre cheveu gris. Mon père semblait pratiquement le même, peut-être un peu plus corpulent. Le jeune homme restait en retrait, maladroit, son inconfort étant palpable. Allison, ma chérie, ma mère s'est approchée les bras grands ouverts, comme si nous nous étions quittés hier en d'excellents termes. Tu as l'air en pleine forme. Nous étions si inquiets. Je suis restée assise, ne faisant aucun geste pour l'enlacer. Vraiment? C'est intéressant, étant donné que vous ne m'avez pas contacté depuis plus d'1 an.
Son sourire a légèrement vacillé. Eh bien, nous pensions que tu avais besoin d'espace après tout cela, mais nous sommes là maintenant et nous avons une excellente nouvelle. Elle a désigné le jeune homme du geste. Voici Jason, ton frère. J'ai regardé cet étranger qui était censé être mon frère. Il avait des cheveux bruns, était de taille moyenne et ne présentait aucune ressemblance frappante avec mes parents ou moi-même. Je n'ai pas de frère, ai-je déclaré de manière catégorique. Mon père a fait un pas en avant. C'est ce que nous voulions te dire. Avant ta naissance, nous avons dû prendre une décision difficile. Jason a été proposé à l'adoption. Nous étions jeunes, nous avions des difficultés financières. Ce n'était pas le bon moment. Nous venons de nous retrouver grâce à un site de généalogie, a ajouté ma mère avec assurance. C'est une telle bénédiction de le retrouver après toutes ces années. Nous voulions que tu rencontres ton frère immédiatement. L'histoire était parfaitement construite pour paraître plausible tout en étant presque impossible à vérifier. Une adoption secrète, des retrouvailles récentes grâce à la technologie. Comme c'était pratique que ce frère perdu de vue depuis si longtemps apparaisse pile au moment où j'héritais d'une fortune. Je vois, ai-je dit de manière neutre. Bonjour, Jason. Il a hoché la tête maladroitement. Salut. C'est bizarre pour moi aussi. Quelque chose dans sa gêne semblait sincère, et je me suis surprise à me demander quel mensonge mes parents lui avaient raconté, quelle promesse ils lui avaient faite. Nous avons enduré un dîner particulièrement pénible. Mes parents comblaient les silences en racontant leurs activités récentes, posant des questions polies sur ma santé sans jamais reconnaître leur abandon pendant ma maladie, et faisant de fréquentes références aux liens familiaux et au sang. Madison est restée à mes côtés, sa présence m'apportant un soutien silencieux. Au moment du dessert, ma mère a glissé ce que je soupçonnais être le véritable but de leur visite. Cette maison est bien grande pour une seule personne, a-t-elle observé en désignant la salle à manger. Nous y avons réfléchi. Ne serait-il pas logique que nous habitions tous ici ensemble? En tant que famille, ton père pourrait prendre une retraite anticipée. Je pourrais aider à gérer la maison, et toi et Jason auriez le temps de développer une véritable relation de frère et sœur. J'ai surpris un échange rapide de regards entre mes parents, le léger hochement de tête de mon père encourageant ma mère à poursuivre. Nous pourrions prendre soin de toi pendant ta convalescence, a-t-elle ajouté dans une démonstration calculée de sollicitude. Les familles doivent se serrer les coudes dans les moments difficiles. L'ironie était si forte que j'en avais presque le souffle coupé. Les familles doivent se serrer les coudes dans les moments difficiles. Où était ce sentiment quand je vendais mes biens pour payer mes médicaments? Quand je faisais face à la mort en solitaire? Je vais y réfléchir, ai-je menti, n'ayant pas la force d'entamer une confrontation. C'est une grande décision. Ils sont partis peu après, promettant d'appeler le lendemain pour poursuivre la conversation. Jason est resté un instant en arrière pendant que mes parents se dirigeaient vers leur voiture. Je suis désolé pour tout cela, a-t-il murmuré, me surprenant. Ce n'est pas. Je ne savais pas, ce n'est pas grave, les jeux assuraient, soudain certaine qu'il était tout autant un pion dans leur jeu que je l'avais été. Appelle-moi un jour, sans eux. Nous devrions discuter. Après leur départ, Madison s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés. Tu n'envisages pas sérieusement de les laisser emménager, n'est-ce pas? Pas la moindre chance, ai-je répondu. Mais j'ai besoin de comprendre ce qu'ils cherchent réellement, au-delà de l'évidente tentative d'extorsion d'argent. Et je suis curieuse au sujet de ce prétendu frère. Ils t'ont abandonné alors que tu te mourais, Allison, m'a rappelé Madison, la voix serrée par la colère en mon nom. Ils ne méritent pas une minute de ton temps. Elle avait raison, bien sûr. But quelque chose en moi avait besoin de tourner la page. J'avais besoin de comprendre toute l'étendue de leur trahison avant de pouvoir véritablement aller de l'avant. Le lendemain matin, j'ai appelé un détective privé recommandé par M. Harrington. En l'espace d'une semaine, j'ai obtenu un rapport préliminaire sur Jason Miller, mon supposé frère. Il avait effectivement 25 ans, mais il n'avait pas été adopté. C'était le fils d'un cousin de ma mère, un parent éloigné que je n'avais jamais rencontré. Il avait récemment déposé le bilan après l'échec d'un projet de restaurant et s'était installé chez mes parents à peine 3 mois plus tôt. Des investigations complémentaires ont révélé que mes parents avaient commencé à consulter des avocats pour contester le testament de grand-mère Eleanor peu après les funérailles, affirmant que j'étais mentalement instable et incapable de gérer des actifs aussi importants. Leur dossier n'avait que peu de fondements juridiques,
mais il pouvait potentiellement déclencher des batailles juridiques coûteuses et éprouvantes. Comme je m'y attendais, Jason m'a appelé en privé quelques jours après leur visite. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille où il m'a avoué tout le stratagème. Mes parents l'avaient approché après sa faillite, lui proposant de l'aider en échange de sa participation à leur plan. Il l'avait briefé sur des détails familiaux et lui avait promis une part importante de l'héritage une fois qu'ils en auraient pris le contrôle. J'étais désespéré, a-t-il admis, la honte visible sur son visage. Mais plus j'en apprenais sur ce qu'il t'avait fait, plus je me sentais mal. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été de les entendre parler de te faire déclarer inapte. Ils ont dit qu'ils étaient au courant de ta maladie depuis le début, mais qu'ils avaient décidé de ne pas t'aider parce qu'ils pensaient que ta grand-mère te léguerait tout si tu mourais jeune. La cruauté calculée de cette révélation m'a stupéfié. Ils étaient au courant de mon diagnostic et avaient délibérément choisi de ne pas m'aider, pariant sur le fait que la fortune de ma grand-mère leur reviendrait si je succombais à ma maladie. Malgré cette révélation, j'ai continué à faire mine d'envisager leurs propositions d'emménagement. Ils venaient fréquemment, ma mère réarrangeait les meubles et discutait de projets de rénovation comme si sa présence était déjà assurée. Mon père posait des questions pointues sur les portefeuilles d'investissement et les titres de propriété, proposant son aide pour gérer ces affaires complexes. Pendant ce temps, je préparais mon propre plan, qui me libérerait définitivement de leur présence toxique. Le lendemain du jour où j'ai appris toute l'étendue de la tromperie de mes parents, j'ai organisé une réunion avec M. Harrington et un conseiller financier en qui il avait une confiance absolue. J'avais besoin de comprendre mes options et mes protections avant de poursuivre. Ils n'ont aucun droit légal sur votre héritage, m'a assuré M. Harrington après que je lui ai expliqué la situation. Le testament de votre grand-mère est inattaquable et elle a inclus des termes spécifiques pour les déshérités. Cependant, il pourrait potentiellement intenter des actions en justice qui, bien qu'elles soient vouées à l'échec, s'avéreraient coûteuses et éprouvantes à défendre. Qu'en est-il des allégations concernant mon aptitude mentale ? Ai-je demandé, repensant aux révélations de Jason. Il leur faudrait des preuves substantielles et des témoignages médicaux, a-t-il expliqué. Compte tenu de l'amélioration de votre santé et de vos fonctions cognitives évidentes, de telles affirmations seraient difficiles à étayer. Néanmoins, les batailles juridiques sont imprévisibles et toujours désagréables. La conseillère financière, Madame Rivera, a présenté différentes options pour protéger et potentiellement liquider mes actifs. L'immobilier peut être vendu relativement rapidement dans le marché actuel, en particulier une propriété de premier choix comme celle-ci. Les portefeuilles d'investissement peuvent être liquidés et transférés vers des comptes offshore si vous craignez de futures complications juridiques. J'ai examiné ces options avec attention. Je n'avais pas d'attachement particulier pour le manoir, au-delà de son lien avec grand-mère Eleanor, et ses souvenirs subsisteraient indépendamment de la propriété des murs. Les investissements n'étaient que des chiffres sur du papier. Ce qui m'importait, c'était la liberté que cet héritage représentait, la liberté d'être à l'abri des soucis financiers, la liberté de me concentrer sur ma santé et, potentiellement, la liberté de m'éloigner de ma famille toxique. Je souhaite procéder à la liquidation, ai-je décidé, mais discrètement. J'ai besoin de temps pour mettre en œuvre un plan plus large. Au cours des 2 mois suivants, j'ai exécuté une stratégie soigneusement orchestrée. Travaillant avec des professionnels de confiance, j'ai systématiquement vendu les propriétés et les investissements de grand-mère Eleanor, les convertissant en actifs plus difficiles à tracer. Le manoir lui-même a été vendu à un promoteur immobilier avec un accord d'occupation de 30 jours me permettant d'y rester le temps de finaliser les autres arrangements. J'ai établi de nouveaux documents d'identité, rien d'illégal, mais en utilisant mon deuxième prénom et le nom de jeune fille de ma grand-mère, créant ainsi une identité légale qui serait difficile à retracer pour mes parents. J'ai ouvert des comptes dans des pays dotés de lois strictes sur le secret bancaire et j'ai pris des dispositions pour la suite de mon traitement médical dans un nouveau lieu. Tout au long de ce processus, j'ai maintenu l'illusion d'une réconciliation avec mes parents. Je les ai laissés croire que j'envisageais leur proposition de cohabitation. Ma mère a passé des heures à redécorer des pièces qu'elle n'habiterait jamais, répertoriant les objets de valeur avec une avidité mal dissimulée. Mon père proposait des conseils financiers qui n'étaient que de minces tentatives de repérage. Jason continuait de jouer le rôle qui lui avait été assigné tout en me fournissant secrètement des informations sur les intentions de mes parents. Leur désespoir grandissait. Ils avaient des dettes importantes dont j'ignorais l'existence, notamment une deuxième hypothèque sur leur maison et d'importants soldes de cartes de crédit débiteurs. Ils avaient besoin de mon héritage, non seulement par cupidité, mais aussi pour leur survie.
3 mois après leur réapparition initiale, j'ai organisé un dîner au manoir. La liste des invités était restreinte, mes parents, Jason, Madison et moi. La table était dressée avec la vaisselle en porcelaine et le cristal les plus fins de grand-mère Eleanor. Le repas était préparé par l'un des meilleurs traiteurs de Boston. Mon père a levé son verre pour un toast. À la famille réunie, a-t-il proclamé, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Et à de nouveaux départs dans cette magnifique demeure. J'ai souri et trinqué, sirotant le champagne coûteux tout en les observant par-dessus le bord de mon verre. Il n'avait aucune idée que ce nouveau départ était en réalité le chapitre final. Le dîner s'est déroulé de manière agréable, mes parents se sentant de plus en plus à l'aise, élaborant des projets comme si leur installation dans le manoir était acquise. Madison croisait mon regard de temps à autre, sachant parfaitement ce qui allait se passer, mais gardant admirablement son sang-froid. En fin de soirée, je me suis absenté brièvement et suis revenu avec une pochette contenant plusieurs documents. Avant que vous ne partiez, j'ai quelque chose pour chacun d'entre vous, ai-je dit calmement. J'ai tendu une enveloppe à Jason. Ceci contient les documents relatifs à un fonds fiduciaire que j'ai créé pour toi. Ce n'est pas une somme astronomique, mais cela devrait t'aider à te remettre sur pied et à repartir de zéro. La seule condition est que tu coupes tout contact avec mes parents. Ses yeux se sont agrandis de surprise, puis de compréhension. Il a légèrement hoché la tête. À mes parents, j'ai remis la pochette. Ceci contient tout ce que vous devez savoir sur ma décision concernant votre proposition. Ma mère l'a ouverte avec empressement, puis s'est figée en parcourant le contenu. Mon père s'est penché, son expression passant de la confusion à la rage. La pochette contenait une lettre détaillant ce que je savais de leur abandon pendant ma maladie, des relevés bancaires prouvant la liquidation de tous les actifs, les documents relatifs à la vente du manoir avec l'accord d'occupation de 30 jours. Et une déclaration formelle de rupture de tout contact avec eux. Tu ne peux pas faire ça. A bafouillé mon père, le visage rouge de colère. C'est notre maison de famille. Non, ai-je corrigé calmement. C'était la maison de grand-mère Eleanor, puis brièvement la mienne. Désormais, elle appartient au Beacon Hill Development Group. Nous devons tous libérer les lieux d'ici 27 jours. Où est l'argent ? A exigé ma mère, son calme si soigneusement entretenu volant en éclats. Qu'est-ce que tu en as fait ? Dans un endroit où vous ne le trouverez jamais, ai-je répondu. Tout comme je serai dans un endroit où vous ne me trouverez jamais. Ils ont explosé dans une colère prévisible, mêlant menaces et accusations. Je suis resté calme, ayant anticipé chacun de leurs arguments. Lorsqu'ils ont menacé de poursuites judiciaires, j'ai simplement fait remarquer qu'un procès coûte cher et qu'ils étaient déjà surendettés. Lorsqu'ils ont tenté de me manipuler émotionnellement, je leur ai rappelé leur choix de m'abandonner quand j'avais le plus besoin d'eux. Vous pouvez partir maintenant, ai-je conclu en me levant pour signaler la fin de la soirée, ou bien j'appelle la police pour vous faire expulser. Quoi qu'il en soit, c'est la dernière fois que nous nous voyons. Ils sont partis dans un déferlement de menaces et de récriminations, Jason les suivant discrètement après m'avoir adressé un hochement de tête complice. Après leur départ, Madison m'a serré fort dans ses bras. Est-ce que ça va ? Mieux que depuis des années, ai-je répondu honnêtement. Et c'était vrai. Le poids de leur présence toxique, de leurs attentes et de leur jugement s'était envolé. Pour la première fois, je me sentais véritablement libre. Le lendemain matin, j'étais parti, ne laissant aucune adresse de transfert, aucune trace qu'ils puissent suivre. Seul Madison connaissait ma destination, ayant juré de garder mon secret. À distance, j'ai suivi grâce au compte-rendu de M. Harrington le moment où mes parents ont été contraints de quitter le manoir à la fin de la période d'occupation. Leurs tentatives pour contester le testament ou invoquer une fraude n'ont mené nulle part, faute de moyens pour payer des avocats. Le château de cartes financier qu'ils avaient échafaudé s'est effondré sur eux, les obligeant à réduire considérablement leur train de vie et à faire face aux conséquences de leur choix. J'avais gagné non seulement ma survie face à une maladie mortelle, mais aussi ma liberté face à ceux qui ne m'avaient jamais aimé comme je méritais de l'être. La ville côtière que j'ai choisie pour ma nouvelle vie ne pouvait pas être plus différente du raffinement urbain de Boston. Ici, de petites maisons colorées bordent des rues paisibles qui mènent à des plages préservées. Le rythme y est plus lent, les gens plus chaleureux, l'air plus pur. Personne ne me connaît comme une héritière ou une survivante. Je suis simplement Ellie Gay, la femme tranquille qui a ouvert la petite librairie sur Main Street.
Ma transformation n'a pas été uniquement géographique. J'ai également changé d'apparence physique, une coupe de cheveux différente, des lentilles de contact colorées, une garde-robe qui reflète mon nouveau mode de vie plus décontracté. Ce ne sont pas exactement des déguisements, mais ce sont des modifications suffisantes pour qu'un observateur occasionnel de mon passé ne me reconnaisse pas facilement. La lettre que j'ai laissée à mes parents était exhaustive et sans concession. J'y détaillais chaque instant de leur abandon pendant ma maladie, chaque parole cruelle et chaque promesse non tenue. J'y avais joint des dossiers médicaux documentant mon combat pour la survie sans leur aide, ainsi que des relevés financiers démontrant que tous les actifs avaient été liquidés et transférés hors de leur portée. J'y avais également joint les preuves de leur projet de me faire déclarer inapte, des déclarations de Jason sur son recrutement dans leur combine, et des copies de leurs consultations secrètes avec des avocats pour contester le testament. Chaque trahison était exposée au grand jour, ne laissant aucune place à l'auto-justification ou au déni. Le paragraphe final était à la fois une conclusion et une libération. Je vous libère de toute obligation d'être mes parents, tout comme vous vous êtes libérés de ce rôle en choisissant votre confort plutôt que ma vie. Je ne vous hais pas, et je ne vous pardonne pas non plus. Je choisis simplement d'exister dans un monde où vous n'avez plus aucun pouvoir de me faire du mal. Grâce à des dispositions juridiques soigneusement structurées, j'ai veillé à ce qu'ils ne puissent pas contester mes décisions avec succès. Les actifs étaient protégés, les transactions étaient parfaitement légales, bien qu'atypiques. Ils n'avaient plus rien, si ce n'est la conscience de ce qu'ils avaient rejeté, non seulement une fortune, mais une fille qui les aurait aimés si seulement ils l'avaient permis. Madison reste mon lien avec le passé, venant me rendre visite plusieurs fois par an et me tenant au courant des informations nécessaires. Elle m'a parlé du déménagement forcé de mes parents, de leur tentative désespérée de sauver les apparences malgré la ruine financière, et de leur relocalisation finale dans un appartement modeste d'un quartier moins prestigieux. Elle m'a également donné des nouvelles de Jason, qui nous a surprises toutes les deux en acceptant le fonds fiduciaire pour s'inscrire dans une école de cuisine, sa véritable passion avant que les pressions financières ne fassent dérailler ses rêves. Il m'envoie parfois des messages par l'intermédiaire de Madison, me donnant des nouvelles de ses progrès et m'exprimant sa gratitude. Il est devenu, ironiquement, plus un membre de ma famille que mes parents biologiques ne l'ont jamais été. Ma nouvelle vie s'articule autour de plaisirs simples et d'un travail qui a du sens. La librairie me procure une couverture suffisante pour mes revenus tout en me permettant de créer un espace communautaire dont je suis véritablement fier. J'organise des clubs de lecture, des ateliers d'écriture et des heures de conte pour les enfants. La boutique est devenue un point d'ancrage dans le quartier, et j'y ai trouvé des amis qui m'apprécient pour ce que je suis, et non pour ce que je possède. Ma santé continue de s'améliorer. Je me déplace discrètement vers un centre médical situé à plusieurs heures de route pour mes traitements d'entretien, mais la maladie reste en rémission. Chaque examen propre est une victoire de plus, une année de vie supplémentaire arrachée aux ombres. Une partie importante de mon héritage est reversée à la recherche médicale sur les troubles sanguins rares et à une fondation que j'ai créée anonymement pour aider les patients à accéder à des traitements expérimentaux non couverts par leur assurance. Chaque trimestre, la fondation sélectionne plusieurs bénéficiaires qui reçoivent un financement intégral pour des traitements susceptibles de leur sauver la vie et cette chance que j'ai failli ne pas avoir. Parfois, je pense à grand-mère Eleanor, me demandant si elle approuverait mes choix. Je pense que oui. Ses journaux intimes révélaient une femme qui accordait plus d'importance à l'authenticité et à l'autodétermination qu'aux conventions sociales. Elle a eu le courage de définir la famille par l'amour plutôt que par le sang, de reconnaître les relations toxiques et de poser des limites face à elles. À ma manière, j'ai fait de même. De temps en temps, je me surprends à observer le visage des touristes de passage, craignant presque d'y apercevoir mes parents. Mais Madison m'assure qu'ils ont abandonné les recherches. Convaincus par des avocats que l'argent est définitivement hors de portée et que toute poursuite serait vaine, ils se sont tournés vers d'autres sources potentielles de sauvetage financier. Leurs habitudes restent inchangées, malgré tout. Jason me rend visite de temps en temps, désormais diplômé et travaillant comme sous-chef dans un restaurant réputé. Nous avons développé une amitié prudente, guérissant tous deux de blessures différentes mais liées, infligées par les mêmes personnes. Nous étions la famille qu'ils n'ont pas su apprécier, m'a-t-il dit lors de sa dernière visite. C'est leur perte. J'en suis venu à comprendre que la famille ne se définit pas par la génétique ou des documents légaux. Elle se construit par le choix, la constance et le respect mutuel. Madison est ma famille. Jason est en train de le devenir. La communauté que j'ai bâtie autour de ma librairie comporte des éléments de famille.
grand-mère Eleanor sera toujours ma famille, sa sagesse continuant de me guider bien après que sa présence physique s'est estompée. Le chemin pour passer de la personne que j'étais à celle que je suis a été d'une douleur indescriptible, et pourtant étrangement nécessaire. Je n'aurais jamais trouvé cette force, cette clarté et cette paix sans affronter les moments les plus sombres de l'abandon et de la trahison. De ces expériences est né le courage de définir ma propre valeur, de poser des limites qui protègent mon esprit, et de construire une vie en accord avec mes véritables valeurs plutôt qu'avec les attentes des autres. Chaque soir, je me promène le long de la plage alors que le soleil se couche sur l'eau. Parfois, je pense à la vie parallèle que j'aurais pu mener, mourant lentement dans ce minuscule appartement ou, pire encore, survivant mais prisonnière de l'orbite manipulatrice de mes parents, cherchant éternellement une approbation qui ne viendrait jamais. Le contraste avec ma réalité actuelle est saisissant et réconfortant. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être qu'un jour je partagerai mon histoire avec quelqu'un de spécial, que j'ouvrirai mon cœur à une relation plus profonde sans craindre la trahison. Peut-être que j'agrandirai la librairie, que je lancerai une autre entreprise, ou que je transformerai mon expérience en un roman en changeant les noms pour protéger les innocents comme les coupables. Ce qui importe, c'est que ces choix m'appartiennent, libres de toute exigence ou attente d'autrui. S'il y a une leçon à tirer de mon histoire, c'est peut-être celle-ci, parfois, s'éloigner n'est pas une capitulation. C'est l'acte ultime de préservation de soi. Parfois, la famille dans laquelle vous êtes né n'est pas celle que vous méritez. Et parfois, le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir est le courage de bâtir une vie centrée sur votre propre bien-être plutôt que sur l'approbation des autres. Avez-vous déjà dû vous éloigner de relations familiales toxiques pour vous sauver? J'aimerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas que choisir son propre bien-être n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Si cette histoire a résonné en vous, merci de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour d'autres récits sur la force face à l'adversité. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo avec lui. Merci d'avoir écouté mon parcours, et je vous souhaite beaucoup de courage pour le vôtre.